Salut les graisseux! Alors, j'ai plaisir à vous retrouver pour vous présenter sur mon ordinateur avec un PowerPoint digne des meilleures écoles de commerce le nouveau projet. Donc là, on est vraiment dans l'épisode 1. Je vais vous expliquer le cahier des charges et puis vraiment l'esprit que je souhaite avoir pour mener ce nouveau projet. Projet BFT, vous me demandez à quoi ça correspond, toutes ces trois lettres. C'est un truc qui m'est venu en bossant. J'ai dit, tiens, ça serait sympa de le baptiser de cette façon-là. L'idée, c'est qu'on va partir d'une base de range, et puis ça fait des années que j'ai envie de pratiquer vraiment du tout-terrain hard avec une base euh, que j'apprécierais. Et bon, vous savez tous qu'au niveau du range, le range V8 et tout ça, c'est une base qui m'intéresse vraiment et sur laquelle j'ai l'habitude de travailler. Et j'ai vraiment beaucoup de pièces ici qui sont stockées à droite à gauche. Et l'idée, ça va être de reconstruire quelque chose qui va être dédié uniquement à cette pratique. Donc, on va passer sur l'explication. Donc, l'explication au niveau des trois lettres, le projet BFT, ça va être Build from Trash, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui vient du monde anglophone. Et l'idée, c'est de construire vraiment le tout à partir de débris, de pièces qui sont vraiment normalement impropres pour une belle restauration, parce que moi ici je stocke pas mal de pièces dans le but de restaurer des véhicules vraiment état neuf ou état concours, vraiment très bel état. Et j'ai également tout un tas de pièces qui malheureusement sont trop malades pour dire de faire une bonne base pour des belles reconstructions. Donc je les ai pas achetées pour autant. Et ça fait quelques années que je mets de côté pas mal de pièces dans l'idée justement de reconstruire un véhicule qui va être dédié uniquement à la pratique. Donc comprenez bien que voilà, on va s'orienter sur des pièces qui de toute façon n'étaient pas suffisamment propres pour faire de la belle restauration et qui sont destinées à recevoir des milliers de bosses, des griffes. Les caisses, ça va souffrir, on va certainement avoir de la casse, et puis voilà, on va les mettre ça dans un mètre de boue, dans la flotte, on va prendre des dévers, peut-être même qu'on fera des tonneaux, ce genre de truc. Donc ça sert à rien d'aller prendre un véhicule qui est vraiment nickel pour le broyer au bout d'un an. Et là, l'idée, ça va être vraiment de partir là-dessus. Donc on va vraiment activer le mode méca efficace et fun. On va se mettre, vraiment là-dessus. Donc c'est vraiment pas du tout un chantier de restauration comme ce que vous avez pu suivre sur les épisodes précédents. Parce que j'ai fait par exemple la 404 il y a 3 ans à peu près. Là, j'ai fait vraiment une reconstruction complète, hein. Et puis dernièrement, il y a eu la DS là, qui a été finie au mois de septembre. Elle est vraiment nickel et tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui est très chronophage et qui est très éloigné du projet que je souhaite faire ici. Parce que sur la DS, on était vraiment sur un truc où vraiment chaque pièce, chaque écrou, chaque boulon, chaque collier quasiment a été travaillé. Là, on va se mettre uniquement sur de la méca qui va fonctionner dans le but d'aller vraiment pratiquer assez vite le tout-terrain et puis d'aller se faire plaisir. Donc c'est surtout le côté construction qui m'intéresse parce que bon évidemment il est bien possible également d'aller faire un chèque chez un préparateur pour avoir le proto ultime de la mort, hein, le truc qui va traverser le Grand Cagnol en ligne droite, mais c'est pas vraiment mon but. Donc je vous ai remis les objectifs ici. Le but c'était vraiment de se faire plaisir sans prise de tête. On va observer quand même quelques règles de sécurité et puis préparer le véhicule pour dire que ça devienne pas dangereux de pratiquer, hein, parce que bon, c'est une pratique qui peut être dangereuse si on fait n'importe quoi et puis on peut avoir des accidents, ce genre de trucs. Donc vraiment sécurité pour pas se blesser comme un idiot, comme un con. Et de partager ça sur la chaîne et puis de participer à des événements, même s'il y a quelques sorties ou si on peut organiser des choses entre nous ou avec d'autres personnes du YouTube Game et tout ça, ça peut être assez sympa aussi. Donc la base, on va partir sur le châssis, hein, comme vous voyez, j'ai récupéré déjà un châssis, bon, je l'ai récupéré quasiment pour rien, donc là vous voyez il est encore brut de démontage. Et on va préparer ça. L'idée, ça va être vraiment de reconstruire à partir d'un truc nu et on va choisir les éléments, élément par élément, pièce par pièce, pour dire de s'orienter vers les meilleures solutions techniques et puis économiques aussi en fonction de ce que j'ai ici de disponible. Donc on part sur une base de 100 pouces, hein, des châssis qui sont des châssis de range classique, hein. Donc on a un empattement, si vous voulez, une distance de pont à pont au niveau centre qui est de 2,54 m, en comparaison des defs par exemple en 90 pouces où on est plus court, ou alors des defs en 110 où on est plus long.
D'accord? Donc le 100 pouces, moi je trouve que c'est une mesure qui est quasiment idéale parce on est ni trop court ni trop long. Et c'est une base qui est utilisée également, des châssis de disco sont également en 100 pouces par exemple, et l'empattement est bien. Bon, ils sont légèrement modifiés par rapport au range classique, notamment au niveau de l'arrière, mais la base est intéressante. On va partir sur un moteur qui va être fait à partir de vraiment, en musique on appelle ça une compilation, hein. Moi j'ai récupéré des blocs, des pistons, enfin j'ai tout un tas de pièces aussi que j'ai accumulé depuis quelques années. Euh, donc j'ai un bloc en V8, hein, parce qu'on va quand même essayer de se faire plaisir, on va pas partir sur euh, des cylindrées qui vont être inférieurs à ça, et puis nombre de pistons inférieur à ça. Donc le V8, hein, pour le son, pour l'efficacité, sonorité, le côté fun aussi. Je vais rester en 3,5 de cylindrée parce que j'en ai pas mal, donc ça m'évitera d'aller de toute façon broyer des moteurs qui sont peut-être un peu plus désirables, comme des 3,9, des 4 litres 2. J'ai même un 4 litres 6 qui traîne, mais bon, je trouve que c'est un peu idiot d'aller mettre ça dans 2 mètres de flotte, de le noyer, tout ça, puis on va vraiment le maltraiter. Donc j'ai un 3 litres 5, on va remonter ça comme il faut. Ça sera vraiment très bien, sachant que de toute façon, en général, les proto TT sont toujours amenés à évoluer, et dans l'avenir, pourquoi pas envisager de toute façon des gros swaps avec des bases un petit peu plus fun, ou des moteurs vraiment à gros cubage, peut-être même autre chose que du rover. Donc on va partir sur un montage maison. Je vais assembler, hein, j'ai quelques petites techniques et puis quelques petits secrets que moi j'ai quand j'assemble mes moteurs, et je vais claquer là-dessus une injection de type 3,9, donc qui est en type hotwire, si vous connaissez un peu, comparé aux injections qu'on avait sur les 3.5 qui est en type flapper, qui n'est pas forcément hyper fiable. Donc je vais certainement partir là-dessus, c'est la 14 CUX. Ou alors je vais également me pencher sur la possibilité de partir sur quelque chose, une injection qui va être complètement programmable. Donc on partirait sur un écu sur lequel on pourrait établir notre propre carto, faire tous les périphériques sur mesure, faire vraiment un faisceau sur mesure. On va certainement déplacer au niveau de l'écu, c'est pareil au niveau de l'habitacle, on va essayer de le mettre bien à l'abri, peut-être même en hauteur, tout ça pour éviter qu'il soit noyé, ou dans les environnements poussiéreux, tout ça. Donc on va partir sur quelque chose d'assez hermétique. Et ça pourrait être assez fun justement de voir au niveau fonctionnement éthanol et tout ça ce qu'on est capable de faire sur ce moteur. Sachant que, bon, moi il y a le côté économique et puis il y a le côté fun. L'éthanol c'est intéressant au niveau rendement, et c'est intéressant aussi à pratique quotidienne, justement pour avoir un fonctionnement qui n'est pas trop cher. Le but, c'est pas d'aller se ruiner, parce que bon, en tout terrain, vous pouvez monter très vite à des 20 litres, 25 litres, peut-être même 30 litres de consommation, hein, quand on est vraiment dans les tours et tout ça. Voilà, c'est de la consommation à l'heure, et ça peut aller très vite à forcer, hein, c'est normal. Donc on va partir certainement là-dessus. On va claquer tout simplement un allumage électronique, hein, d'origine de 3.9 pour débuter. Et puis j'ai vraiment tout ce qu'il faut ici pour dire d'assembler quelque chose d'un peu sympa. Une ligne d'échappement sur maison, je vais pas te mentir, ça va être un petit peu vide. Des collecteurs, j'ai des 4 en 1 qui traînent. Je te montrerai un petit peu tout ça, hein. Et puis voilà, ventilateur électrique. Et puis on va améliorer un petit peu tout autour avec des améliorations diverses. Par contre, j'ai un dilemme actuellement sur le choix de ma boîte de vitesse. Alors ça fait, je te cache pas, hein, ça fait 2 3 mois que j'y pense. Il y a des mois où je me dis, bon allez, je claque une boîte de vitesse automatique, ça va être sympa. Et là, actuellement, je suis plus finalement à partir sur une boîte méca. Alors je sais toujours pas en fait ce que je vais faire. Je crois qu'il faudra que je prenne la décision d'ici, bon, allez, 15 jours, 3 semaines, sur le choix définitif au niveau de la boîte de vitesse. Donc ici, je t'ai remis le type de boîte auto que éventuellement j'envisage d'utiliser, hein, qui est la boîte, la ZF 4HP22, celle qu'on va trouver sur les premiers 3.5, 3.9, des 4 litres 2 également, hein. C'est une boîte donc à 4 vitesses automatique, qui est fiable. Il n'y a pas ouais, de gros problèmes. Quelquefois on perd les marches avant et puis on n'a plus que les marches arrière, tout ça, mais bon, ça, bon, ça peut se réparer. Moi, j'en ai un perso ici de quoi me dépanner. Et ça a été déjà monté d'origine. Par contre, tu vois, je t'ai remis au niveau des points positifs et négatifs.
Ah, dans le positif, moi je trouve que c'est le confort d'utilisation, hein. T'as pas à te tracasser au niveau de la gestion de tes pédales, tout ça. Tu peux vraiment te concentrer sur ta trajectoire. C'est vraiment facile d'utilisation. Donc même si j'envisage par exemple de prêter le véhicule ou tout ça, ben, n'importe qui peut aller tester, partir en tout terrain avec une boîte auto. Si tu veux, c'est un problème de moins normalement à gérer quand tu débutes. Par contre, moi, en point négatif, je trouve que ça absorbe justement de la puissance moteur, hein, parce qu'on n'est pas sur des boîtes vraiment de dernière génération où tu arrives à passer tout ton couple, toute ta puissance. On a quand même un petit effet de glissement, si tu veux, et voilà, sur un moteur, même en préparant un petit peu, et puis avec ce qu'on va lui faire, on ne sera pas non plus sur des puissances de folie, hein. On ne dépassera pas des puissances de gros cubage où tu peux avoir, mettons, 250 ou peut-être même 300 chevaux. On sera en dessous. Donc tu vois, je serais sur un moteur avec gros cubage, j'hésiterais peut-être un peu moins, je partirais direct sur la boîte auto. Mais bon, actuellement, j'envisage quand même la boîte méca également. Autre point négatif, tu peux pas démarrer en poussant, hein. Si jamais tu cales ou tu perds ton usage de démarreur et tout ça, bah t'es bien embêté parce que tu peux pas te mettre en prise pour redémarrer en poussant. Bon, c'est un petit inconvénient, mais il est pas majeur. Et bah, malheureusement, tu n'as pas non plus le choix, enfin, totalement la main sur les rapports que tu vas engager, comparé à une boîte méca où tu peux bah, démarrer quelquefois en troisième courte, quatrième courte. Voilà, sur les boîtes de vitesse auto, bah, à la limite, tu peux les bloquer sur un rapport maxi que tu vas choisir, mais bon, tu es toujours quand même obligé de démarrer en première et d'accélérer pour forcer le passage de deuxième et tout ça. Donc, si tu veux, tu as moins de possibilités de choisir par rapport à une boîte de vitesse mécanique. Si on part sur la boîte de vitesse mécanique, j'ai choisi la LT77 parce que je l'aime bien et puis que des R380, c'est pareil, ça m'embête d'aller sacrifier des R380 pour de la pratique de TT. Bon, après, c'est l'occasion qui fait aussi le type de montage un petit peu, hein, puisqu'on est sur un véhicule, c'est un peu Frankenstein quand même, quoi. Tu t'assembles avec ce que tu as. Donc la boîte, ça serait du LT77. Les points positifs, comme je te disais, c'est que tu peux choisir ton rapport, tu n'as pas de perte de puissance. Là, tu passes vraiment 100% de ce que tu envoies au niveau du volant moteur. C'est des boîtes qui sont endurantes, fiables, il n'y a pas y a pas de grosse misère, hein, à part éventuellement de scalper les cannelures au niveau de l'arbre de sortie, là où tu vas te rebrancher avec la boîte de transfert. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas dramatique, ce qui n'est pas le cas par exemple avec la boîte de vitesse automatique parce que voilà, tu peux avoir des risques de chauffe sur boîte de vitesse auto. Moi, j'allais justement envisager également, si je montais en boîte auto, de modifier le circuit de refroidissement et puis d'avoir un système avec voilà, un gros radiateur pour bien refroidir tout ça, éviter que tu aies vraiment de la surchauffe. Le point négatif bah, de la boîte méca, ouais, c'est que tu es obligé quand même de gérer ta pédale. Après, il faut savoir que comparé à du Defender, voilà, sur du disco et du range, la pédale d'embrayage, elle est quand même assez souple au niveau de l'utilisation. C'est-à-dire que t'as pas mal à ta jambe gauche au bout d'une heure, comparé à un def où tu as vraiment un embrayage qui est quand même un petit peu plus dur. Sur du range, c'est vraiment très souple, surtout sur du V8. C'est pas encore un gros inconvénient non plus. Mais bon, si vous avez donc des suggestions, des avis, des expériences, quelque chose vraiment de constructif et tout ça, ben moi je suis preneur de vos avis et de vos retours. Vous faites ça dans l'espace commentaire et tout ça, et puis ça m'aidera certainement aussi à porter mon choix hein, sur les prochains épisodes, et puis préparer déjà la mécanique pour l'assemblage. Je continue au niveau du transfert et des transmissions. Bah, je vais tout simplement partir sur une boîte de transfert de type LT230 qui est un système à blocage manuel, hein, donc des boîtes qu'on va trouver d'origine sur des ranges jusqu'en 88, 80, ouais, fin 88, hein, parce qu'après en 89 ils sont passés sur le système Borg-Warner, que moi j'aime pas trop, et donc je vais conserver cette boîte de type blocage qu'on va trouver sur les Defender également, hein, jusque les modèles TD5 et tout ça, on était monté avec ça également. Des discos, on était monté avec ce système, ce qui permet vraiment d'avoir un blocage à 100% au niveau central, hein. Donc c'est une solution qui pour moi est intéressante, elle est fiable. Par contre au niveau des rapports, les ratios et tout ça, je vais plutôt m'orienter sur un choix de ratio qui va être
à 1,41, donc ce qu'on va trouver sur certains defs. J'envisage peut-être même le 1,66, mais ça me semble quand même assez court, surtout par rapport aux pneus que j'ai choisi par la suite, on va en parler. Ça me paraît vraiment un petit peu trop court. Donc on trouve ça aussi sur les premiers defs Atmo, enfin ce qui était des Land à l'époque, ils appelaient ça le Land Rover 90 ou 110, on trouvait des 1,66. Et donc oui, voilà, comme par rapport à d'origine où on est quand même à 1,22 ou 1,1596 hein, sur certains ranges V8, ce qui fait que tu tires quand même vachement long et bah, c'est pas ce que moi je vais rechercher. Moi je vais vraiment rechercher des rapports le plus court possible et avoir ma plage d'utilisation assez intéressante au niveau de mes tours minutes, mais pas forcément avoir beaucoup d'allonge. C'est-à-dire que c'est pas un problème pour moi si je plafonne. Je vais peut-être avoir une vitesse max qui va être limitée à 80, 90 et 100, on va vraiment hurler dans les tours. Mais c'est pas grave parce que dans la pratique tout terrain, tu vas vraiment utiliser euh, sur des vitesses de déplacement, j'entends, qui sont très très peu élevées, hein. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre à des 100, 120 km/h, tu fais pas de l'autoroute. Donc moi je vais recalculer mes plages, je vais affiner et puis je verrai au niveau de mon choix ce que je vais, sur quoi je vais m'orienter. Je vais juste améliorer au niveau central, tu vois ici je t'ai remis une photo où tu vois à l'intérieur ce qu'on trouve, le différentiel central, tu vois, tu as tous tes petits axes et tout ça. Donc je vais rouvrir et puis à la place des deux petits axes qui se montent en se croisant, tu vois, il y a un petit point de fragilité ici au centre. Il y a une pièce qui est vendue qui est assemblée d'une seule pièce, qui est une pièce en croix. Ça permet de bien renforcer au niveau du différentiel central. Donc je ne vais pas m'en priver quand la boîte est sortie, autant le faire. Et puis voilà, de ce côté-ci, je serai tranquille, sachant que de toute façon, tout ce que tu euh, vas renforcer fait que bah, tu déplaces tes risques de casse ailleurs dans toute ta chaîne, quoi, si tu veux. Mais voilà, j'ai pas envie, c'est quand même plus embêtant d'aller redémonter une boîte de transfert pour aller changer ces petits axes au centre du différentiel que d'aller changer un demi-arbre au niveau d'un pont, quoi. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Au niveau des arbres de transmission, bah, je partirai sur ce qui est le plus adapté, hein. Je serais peut-être obligé, en fonction des Reos et tout ça, de passer sur du double croisillon, bien vérifier au niveau des angles de travail, et puis voilà, choisir ce qui est vraiment le plus adapté. Donc ça, on verra tout en allant également, c'est pas le plus important. Au niveau des ponts, d'origine, normalement, tu vois, tu es monté avec des 10 cannelures sur les ranges V8 et tout ça. Donc, vraiment, ces années de production, ils sont passés sur du 24 en fin de production. Donc, moi, je vais les passer en 24, hein, qui sont quand même beaucoup plus solides. On va rester sur du land. Et puis, il se trouve que j'en ai ici. Donc, il suffira de les prendre et de les monter. J'ai également des possibilités. J'ai retrouvé, enfin, j'ai trouvé sur le net des usinages qui permettent de faire un blocage pneumatique avec des ponts d'origine de Land Rover. Donc il y a un petit peu d'usinage, ça pourrait être vraiment sympa de voir comment on peut éventuellement pratiquer ce montage et puis montrer un petit peu ça, quoi. Ça ferait de l'usinage, ça ferait des choses intéressantes à partager sur la chaîne et puis le côté un petit peu bidouille que moi j'aime bien et qui permet quand même d'être efficace. Éventuellement, bon, si je trouve des blocages tout faits de type ARB ou ce genre de truc à un bon tarif, ça peut être également intéressant, hein, parce que bon, entre un tarif d'usinage pour quelque chose qui sera peut-être pas forcément hyper costaud contre des solutions qui sont éprouvées, bon, bah, pourquoi pas, ça s'envisage. Enfin, tout est envisageable en fonction de ce qu'on va trouver en faisant notre construction. Tu as peut-être certainement vu aussi, c'est que bah, souvent dans les proto-TT, on s'oriente dans les changements de pont parce que on veut passer vraiment de la grosse roue, on veut quelque chose de costaud. Et une des solutions qui est souvent envisagée, bah, c'est de partir sur des ponts de type patrol. Parce que bon, il faut reconnaître qu'au niveau des ponts de patrol, c'est quand même hyper costaud au niveau euh, de tout ce qui va être nez de pont, tout ça, on va pas avoir le même type de casque que ce qu'on va trouver par exemple sur du Land Rover en 10 cannelures ou ce genre de truc. Bon, par contre, les ponts de patrol souffrent aussi d'autres problèmes, hein. Alors, je vais me prendre tous les mecs qui roulent en patrol et tout ça, mais bon, on sait très bien qu'au niveau des moyeux et tout ça, il y a certaines casses aussi. Donc, bon, finalement, on déplace un petit peu le problème.
Mais bon, j'admets, de toute façon, les ponts de pétrole sont quand même une très très bonne solution. Moi, je l'envisageais également. Par contre, ça entraîne vraiment des modifications qui sont lourdes au niveau des ancrages de châssis. Et si on veut le faire, en fait, il faut le faire vraiment bien, quoi. Donc, on ne peut pas se contenter de présenter les ponts, de les placer comme ça, de souder et puis de partir. Voilà, c'est pas envisageable. Tu vas pas avoir un montage qui va être optimal du tout. Il faut vraiment bien le penser. Alors, il y a des personnes qui l'ont fait, qui l'ont vraiment très très bien fait et c'est vraiment très efficace. Moi, c'est le genre de truc qui peut être très convaincant et qu'il faudrait, entre guillemets, copier, quoi, pour dire d'avoir quelque chose euh, qui soit cohérent au niveau du montage. Mais voilà, finalement, ça sort un petit peu de l'objectif du projet initial qui, moi, va être de vraiment rassembler toutes les bricoles que je peux avoir à droite à gauche pour m'orienter sur le montage de ce proto. Et puis bon, il faut reconnaître aussi que le pont de type Patrol il est quand même assez encombrant et assez gros. Autre avantage, c'est qu'on a quand même un blocage de différentiel qui est intégré d'origine sur les GR par exemple, au niveau de l'arrière. Donc c'est quand même des ponts qui sont très intéressants. Et si je m'oriente sur du swap du pont, à mon avis, je partirai sur cette solution-là, mais pas dans l'immédiat. Au niveau des roues, bah c'est pareil, hein, j'ai tout un tas de roues ici qui traînent, dont des profils que j'ai retrouvés qui sont en 750 par 16, c'est disponible, ça a l'avantage de rien coûter, donc on va commencer avec ça. Bien entendu, c'est un choix qui n'est pas définitif, hein, mais ça permet d'avoir quand même de la bonne grosse roue au niveau diamètre, développement, et puis on a du bon crampon, donc je te montrerai un petit peu ça dans l'épisode suivant. Je vais partir là-dessus. Par contre, je verrai peut-être pour stabiliser un petit peu plus en dévers, parce que bon, quand tu es sur des pneus qui sont quand même assez étroits comme ça et qui rehaussent ton véhicule, tu vas avoir un centre de gravité qui est quand même à déplacer vers le haut et bah, tu es plus sujet quand même à souffrir et à te renverser dans les dévers. Donc il faudra peut-être que j'envisage de partir sur des jantes qui vont avoir un léger déport ou même un gros déport, on va dire, pour essayer de compenser tout ça. Des élargisseurs de voie éventuellement, mais bon, je suis pas super super fan. Donc on verra un petit peu en fonction de ce qu'on trouve, hein. De toute façon, c'est toujours ajustable par la suite. Les suspensions, on va essayer de garder la souplesse d'origine, hein, qu'on a quand même sur les Land Rover parce que c'est quand même assez efficace au niveau des croisements. Donc voilà, je t'ai mis des photos, ce sont toutes des photos que j'ai, hein, de toute façon de précédents chantiers que j'ai pu faire pour t'illustrer un petit peu les solutions. Tu vois ici, par exemple, j'étais sur des ressorts qui sont plus durs que d'origine, et puis voilà, on avait usiné des cales, donc il y a des possibilités que ce soit de la réhausse, de la cale, de la modif de renfort, des renforts au niveau des tirants, des modifications au niveau des tourelles, des points d'ancrage. Les amortisseurs, c'est pareil, on va choisir dans toute une banque d'amortisseurs qui sont disponibles, hein. Ça ne sera pas forcément du Land Rover, on partira sur quelque chose qui permettra d'offrir le maximum de débattement, hein, donc avec des courses vraiment intéressantes. Donc tout ça, ça sera à étudier en fonction des essais, hein. Ça sera lors de la construction, on regardera un petit peu comment ça se combine. Pour le freinage, je vais rester sur quelque chose de classique et qui est tout à fait efficace à mon sens, c'est-à-dire un système qu'on a sur les ranges d'origine, hein, des années 80-90. Je vais rester avec un mètre cylindre. Je vais rester tant qu'à faire sur 4 disques pleins, hein. Les disques ventilés à l'avant, je vois pas trop l'utilité à part récolter de la boue et puis voilà, se charger en saleté dans le disque ventilé. Des disques pleins, c'est totalement efficace. Au niveau des pistons et tout ça, les systèmes d'origine sont bien. À partir du moment où tu pars pas sur du projet de rallye raid, des vitesses élevées et puis la course d'endurance ou ce genre de truc, pour la pratique du TT, ici, c'est largement bien. Donc on écarte tout ce qui va être système d'ABS parce que bon, on a déjà suffisamment de problèmes avec ce système-là quand les pompes viennent à lâcher sur des véhicules d'usage courant. Voilà, j'ai pas envie d'envisager ça non plus pour le tout-terrain. On modifiera peut-être uniquement au niveau des durites parce que bon, comme on va jouer sur la géométrie au niveau des suspensions, articulations, croisements, ce genre de trucs, voilà, il va falloir qu'on pense à quand même rallonger ces systèmes-là pour pas les arracher complètement lors de méga croisements et puis se retrouver sans frein. Bon, là, il y a des durites, hein, qui existent. De toute façon, tout le système est déjà
bien éprouvé. Et en fait, ce que moi je cherche à construire n'est pas non plus totalement délirant en fait, hein. On va pas partir dans une prépa extrême. Il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. Par contre, c'est quand même l'occasion pour moi d'avoir quelque chose qui soit assez efficace et puis de vous le partager. J'envisage éventuellement peut-être aussi d'avoir un freinage séparé, donc ça je verrai, c'est-à-dire que possibilité de bloquer une des roues à l'arrière par exemple, ce qui permet de braquer voilà, quand on est dans des mauvaises situations ou de bloquer une roue qui est malheureusement dans le vide et qui perd de l'adhérence ou ce genre de truc. Donc ça on peut l'envisager. Au niveau de l'extérieur, je vais partir sur une caisse qui est en deux portes parce que esthétiquement j'aime bien, puis en fait j'en ai de disponibles. Donc je vous ai remis une petite illustration, sachant que ça, voilà, c'est le genre de véhicule qu'on a comme base de départ et que bon, moi esthétiquement il va être quand même un petit peu plus modifié, mais je vais rester quand même sur l'aspect visuel. Je vais pas dénaturer le range parce que esthétiquement il me plaît. Je vais pas partir dans un délire où je vais commencer à couper, en faire un pick-up. Ou enlever tout l'arrière ou tronçonner des parties. Je vais vraiment garder quand même son identité originale, enfin originelle, pardon, et améliorer. Donc je poserai certainement la caisse directement sur un body lift, hein. Je vous ai remis ici, par exemple ici, là j'avais un petit body, ça c'était du body de 1 pouce, donc 2,54, 2 cm 54. Je vais peut-être monter un peu plus, hein. On peut aller jusqu'à 5 cm, ce qui permet voilà, de gagner de la hauteur sans pour autant déplacer tous les organes qui sont vraiment lourds, et puis déplacer le centre de gravité vraiment trop haut. C'est une solution qu'on a par exemple avec les rehausses de suspension où finalement on remonte quand même tout l'ensemble mécanique. Euh, Ça modifie quand même beaucoup de choses. Le body lift, ça peut être une bonne alternative, donc on va voir, on va peut-être mixer les deux, je verrai, toujours pareil, hein, en fonction au moment de la construction, tout ça, et puis peut-être les premiers tests, comment ça se comporte. Donc on partira là-dessus. Je vais vous mixer vraiment au niveau de la carrosserie. J'ai tout un tas de pièces qui sont tout à fait indiquées pour dire de recouvrir la caisse et puis d'avoir l'esthétique du range. Par contre, je ne vais pas partir sur des éléments qui sont nickel. Des éléments nickel, je les garde vraiment pour des belles constructions. Là, je vais prendre des éléments qui, de toute façon, voilà, peut-être une petite bosse à droite à gauche, mais on ne va pas se mentir, ils vont s'en prendre des centaines. Donc, autant en prendre qui, de toute façon, une heure après, seront un petit peu massacrés. Je referai une peinture, donc au niveau esthétique, là pour l'instant je vous ai mis quelque chose en noir et blanc parce que bon, j'ai ma petite idée, j'aime beaucoup le bleu qu'on voit très souvent maintenant sur les ranges classiques, le Toscan Blue. Donc je verrai, je vais peut-être partir là-dessus. On partira peut-être sur une peinture de provenance de type camion ou TP, qui sont des peintures assez résistantes. J'envisage aussi peut-être une déco avec ma marque, ouais, bon, ça je vous en ai pas encore parlé parce que je développe en fait quelque chose à côté depuis un bon moment et bon, ça devrait voir le jour bientôt, enfin le plus vite possible j'imagine, j'espère. Peut-être que je serai amené justement à faire la déco sur ce véhicule-là, ça pourrait être sympa de communiquer aussi de cette façon-là. J'envisage aussi peut-être le Raptor au niveau de la peinture. C'est des solutions qui sont intéressantes, surtout pour le TT. Donc voilà, tout est encore à définir. Quand on en sera à la peinture, voilà, on sera déjà de toute façon bien avancé. Au niveau extérieur, je continue également de modifier au niveau des points d'ancrage. Ça, c'est vraiment des petites modifs qui coûtent rien, mais qui sont indispensables. C'est vraiment d'avoir des bons ancrages à l'avant, à l'arrière, quelque chose de sérieux, d'efficace. C'est-à-dire que voilà, si tu es bien planté, tu es certain que tu vas pouvoir te fixer correctement sur le châssis euh, pour te faire treuiller ou te faire tirer par un pote qui va essayer de te dégager de ton mauvais pas. Donc il faut vraiment des très très bons ancrages directement sur le châssis, tant qu'à faire. Modifier certainement au niveau des pare-chocs d'origine, hein, on partira sur quelque chose d'un peu plus costaud parce que bon, tu peux quelquefois être amené à taper quand même, soit au niveau de l'avant, au niveau de l'arrière. Donc ça, j'ai ce qu'il faut. On part sur des blindages aussi au niveau en dessous, hein, pour protéger au niveau de la méca, hein, que ça soit euh, au niveau de l'avant. Au niveau central, bon, on verra, c'est pas non plus hyper hyper exposé au niveau du centre. Par contre, au niveau de l'arrière, on va avoir le système
de réservoirs, ce genre de trucs. Là c'est pareil, il faudra bien protéger pour pas avoir d'ennui de ce côté-là. Éventuellement des tubes latéraux, hein, pour protéger les bas de caisse. Et puis on peut être amené quelquefois à se poser sur vraiment au niveau du centre. Bon, pas tout défoncer complètement au niveau de la carrosserie, tout ça. Donc peut-être des tubes de renfort au niveau latéraux. Renforcer surtout les barres de direction qui sont un point assez fragile sur les landes. Donc là c'est pareil, hein, on partira certainement sur de la barre qu'on va tarauder, usiner bien comme il faut, ou alors on achètera de la barre plus efficace qui est vendue depuis des années pour pallier à ce problème, hein, parce que tu peux tordre les barres de direction assez facilement sur les landes, mais c'est un problème qui se règle en prenant les pièces appropriées. Et puis on modifiera également au niveau de l'extérieur, voilà, de l'éclairage, peut-être quelques autres petites bricoles. Et au niveau de l'intérieur, tout ce qui va être intérieur sécurité, déjà je vais partir sur le principe que je vais virer tout ce qui sert à rien. Donc des habillages, des moquettes, des machins, tout ça. On va essayer de virer vraiment tout le superflu. On va aller chercher à alléger. Alors on verra si à la fin on y arrive, parce que quelquefois tu prépares tellement le truc que finalement tu es plus lourd qu'à l'origine, même en virant tout ce qui est élément de confort. Mais voilà, on va partir là-dessus. Je vais rester sur du 5 places parce que ça permet d'emmener des personnes. C'est toujours sympa de pouvoir le partager plutôt que d'être solo dans son véhicule. Au niveau faisceau électrique, je vais essayer de simplifier aussi au maxi parce que voilà, avoir quelque chose d'efficace et puis où tu arrives à trouver tes pannes éventuelles assez rapidement, avoir quelque chose de simple. On isolera comme il faut au niveau de l'écu, hein, comme je t'en ai parlé quand on était sur le moteur, pour l'eau, la chaleur, les poussières, tout ça. Donc ça, on trouvera la meilleure solution possible. Un arceau de sécurité qu'on va faire maison, parce que ça c'est important, je t'ai dit, tu peux très vite te retourner, hein, surtout au début quand tu pratiques et tout ça, tu peux très vite faire des tonneaux dans des verres, des machins, tout ça, ça arrive. Moi j'en ai vu très régulièrement se retourner avec des 4x4. Honnêtement, c'est mieux d'avoir quand même ce qu'il faut au niveau sécurité, c'est pas pour quelques tubes à couper, souder, plier. Donc on envisage ça, des bons harnais, maintien, le casque s'il faut, quand tu es vraiment dans la pratique. Voilà, les casques, bouchons les oreilles parce que bon, au niveau du moteur, ça va certainement hurler. Des sièges avec un bon maintien, extincteur, si jamais ça commence à flamber, tout ça, ça peut arriver aussi, j'en ai déjà vu. Donc voilà, il faut ce qu'il faut, on partira là-dessus. Donc voilà, au niveau récapitulatif, on est vraiment sur le premier jet, hein, première version, c'est vraiment tout ce dont j'avais envie, tout ce à quoi j'ai pensé pour le moment. Je suis preneur de vos retours, avis, sur des choix, des pièces, ce genre de trucs. Gardez à l'esprit que c'est vraiment une première version et que de toute façon, en général, les véhicules comme ça, on les éprouve, on les remodifie, ils font une saison, deux saisons, trois saisons, et au final, au bout de deux trois ans, ils ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient au départ, parce qu'ils ont été améliorés en fonction de la pratique du propriétaire, les types de terrain qu'on va avoir, ce qui nous plaît plus ou moins, et puis les accessoires, les solutions, enfin tout ce qui peut également sortir entre temps. Quand on regarde entre voilà, les véhicules de maintenant, les types de montres qu'on va avoir, les solutions techniques qu'on a dessus, et puis ce qui se faisait il y a 20-25 ans, voilà, il y a eu beaucoup de changements. Donc gardez à l'esprit que de toute façon, il y a des évolutions futures qui seront inévitables. Je suis preneur de vos suggestions, avis, intérêts, tout ça. Euh, Vraiment surtout aussi sur le dilemme au niveau du choix de transmission entre boîte auto, boîte méca. Et puis voilà, vous pouvez de toute façon suivre au niveau Insta. Donc j'ai ouvert une petite page où au quotidien, je mets un petit peu au niveau des avancées. Bah, ça permet pour ceux qui y sont si ça vous fait plaisir, de retrouver des photos. Et puis je suis joignable aussi là-dessus, donc je reçois pas mal de messages qui sont toujours bienveillants et bien sympas de votre part de toute façon. Et ça peut se faire sur cette page Insta. Et puis dans l'épisode 2, on se retrouvera avec tout le rassemblement de mes pièces que j'ai ici à droite à gauche, hein. Je vous ai déjà tourné ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont halluciner parce que j'ai une quantité ici phénoménale de pièces. Vous allez voir, il y en a vraiment tout partout. Elles ne sont pas toujours nickel nickel, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de partir de trucs où finalement tu n'as pas envie de donner un copec pour ça, quoi. Et puis tu arrives finalement à sortir un véhicule qui te plaît, avec lequel tu peux t'amuser. Donc vraiment partir de rien pour arriver à assembler quelque chose, c'était vraiment
l'identité même que moi je souhaite pour ce projet BFT Build from Trash. Allez, à plus les graisseux, on se retrouve dans l'épisode 2. Ben, moi je vais déjà uploader ça et puis retourner bosser sur le moteur qui actuellement est en chantier. Allez, à plus, ciao.